à tous, je suis accompagnée de Baponga, artiste, auteur, compositeur et entrepreneur culturel. Bonjour Baponga. Bonjour. Alors on va pas s'intéresser à l'artiste que tu es, plutôt au père de famille. Ok. Alors Baponga, tu as combien d'enfants? 4. Et comment est-ce que tu as vécu la naissance de tes enfants? Tu étais déjà assez mature? Tu en as eu au lycée par exemple? Le premier, non, je l'ai eu, je dirais en fin de cycle. Hein. D'accord. Le premier, c'est le petit de Raboun. Ok, l'époque. Juste on sortait le single Amour dans 99. D'accord. Et donc, quand il est arrivé, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je l'ai appelé Élie comme le prophète. D'accord. Parce que j'avais de grandes attentes. Enfin, j'ai de grandes attentes en ce qui me concerne. Pour ça, je l'ai appelé Élie. Et à l'occasion, à sa naissance, je me suis rasé la tête. C'était l'une des raisons parce que avant j'avais toujours des cheveux sur la tête, mes années de lycée, collège. Quand il est arrivé, je me suis rasé comme une symbolique. En fait, c'était comme poser un acte qui me resterait à vie. Mais je pense que j'étais encore moi-même un préado. D'accord. Mais comment est-ce que tu as perçu quand on t'a annoncé écoute Franck, ton enfant est né? Non, C'était dans quelles circonstances? j'étais devant la clinique. J'étais D'accord. assis avec un pote. Je crois qu'on a passé 24 heures devant. On est arrivé la nuit, on est resté là jusqu'à ce qu'on nous appelle. On était en bas, assis sur un trottoir. Pas de stress? Plutôt impatient. D'accord. Pas de stress. J'étais avec un Avec ami cet à moi. ami? Ouais, un ami à moi, Evans. Donc on discutait, on papotait, on était impatients, on regardait le temps qui passait. Et quand on a annoncé la nouvelle, tu as sauté? On a De joie? couru voir, oui, on a couru voir. On a couru voir Ellie. Parce que mes enfants, quand ils arrivent, ils n'ont pas de prénom à la naissance. Mes enfants ont un prénom longtemps avant leur naissance. Très longtemps avant leur naissance. Quand je vais avoir un enfant, je dis lui, il s'appellera Ellie. D'accord. Quand je vais avoir un enfant, je dis lui, il s'appellera Joseph. Et tous les enfants portent des prénoms prophétiques? Oui, tous. D'accord. Ellie, Joseph, C'est un symbole particulier? Gabriel. Je vis avec Christ. D'accord. Okay. C'est ton attachement en fait à lui, Oui, par les prénoms que tu donnes à tes enfants. oui, et la destinée que j'aimerais qu'il puisse avoir. Le meilleur souvenir de l'un de tes enfants, c'est lequel? Le meilleur souvenir de l'un de mes enfants, c'est... je pense que c'est... à chaque fois, les parents connaissent les premiers pas, je dirais les premiers pas D'accord. des enfants. Mais moi, ce qui m'épate, c'est que mes enfants sont très éveillés. Et c'est plutôt quand ils commencent à me poser des questions. Je trouve ça très riche. Donc pour les parents en général, c'est dès que l'enfant commence à marcher. Mais moi, c'est quand je commence à recevoir des questions savantes d'un gars qui ne sait pas de quoi il parle, en fait. Voilà. Donc dès que je commence à avoir des questions... De quel genre, type, par exemple? pourquoi le soleil disparaît quand la lune apparaît, par exemple? Pourquoi ils ne sont jamais ensemble, par exemple? Des questions voilà, qui sortent de l'ordinaire de chaque jour. Par rapport à ça, souvent, nous, les parents, on n'a même pas des réponses tout de suite. Il faut vraiment cogiter pour expliquer. Parce qu'après, on se demande, est-ce que lui, à l'âge qu'il a, il me pose une question comme ça, est-ce que si j'explique, est-ce qu'il va comprendre? Et c'est souvent l'erreur qu'on fait en tant que parent, parce qu'on se dit qu'ils sont trop petits pour comprendre. Mais en fait, ils ont une mémoire faite pour garder les informations. Donc, même s'il ne comprend pas tout de suite, il faut expliquer à l'enfant, parce qu'il va le garder en mémoire. Et un jour, ça reviendra. Est-ce que Baponga, c'est le type qui, lorsqu'on remet les bulletins à l'école, se lève et décide d'aller prendre les bulletins de ses enfants? Et comment ça se passe? Si ça s'est déjà Je dirais produit. que c'est le rôle de madame à la maison. D'accord. Mais ça se produit souvent. Ça veut dire que c'est son rôle, mais quand elle est occupée, j'y vais. Et comment ça se passe? En tant qu'artiste, c'est toujours un petit souci de rentrer dans une école et arriver jusqu'à Dans la salle de une classe? salle de classe où on remet les bulletins. Mais c'est toujours sans stress.
C'est toujours sans stress. On va récupérer ce qu'on a récupéré. C'est une espèce de routine en tant que parent. Ça ne se transforme pas en séance shooting. Les gens qui reconnaissent l'artiste. Il faut aller très vite. Il faut choisir l'heure. C'est très technique. Il faut choisir l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Il faut être très technique. Souvent, je vais arriver quand les enfants sont en classe, ou je vais attendre, je vais laisser passer 1 jour ou 2 jours après la remise des bulletins. D'accord, pour aller tranquillement. Surtout quand c'est proche des vacances, ouais, je vais attendre un peu. Quel est le meilleur souvenir de père que vous avez? Meilleur souvenir de père, c'est avec mon dernier. C'est David qui m'a donné je dirais pas le goût à la vie, mais qui m'a fait oublier mes dépressions. Oui, mes dépressions. Je suis dépressif. Pour moi, c'était par saison, en fait. C'est dû à mon enfance, à l'enfance que j'ai eue. Donc, que ce soit des moments où j'ai beaucoup d'argent, que ce soit des moments où j'ai beaucoup de voyages, mais je suis dépressif. Je peux me retrouver dans un hôtel, je ne sais pas où, et être en pleine dépression, avant un concert, après un concert. Je peux me retrouver après un concert qui a marché, en pleine dépression dans ma chambre d'hôtel. Donc je crois que c'était dû à mon enfance, à ce que je traînais comme douleur. Et avec le dernier, c'est passé. Et cette enfance-là, ici on en parlait, qu'est-ce qui a causé cela? Est-ce que c'est une multiplication des choses ou bien il y a eu un fait marquant durant ton enfance? Bon, je veux dire que moi j'étais trop... À 11 mois, je ne peux pas remarquer la disparition de mes parents parce que mes parents ont disparu. J'étais trop... J'avais pas 1 an quand mes parents ont disparu. Mais je pense que c'est en regardant les familles des autres que j'ai nourri cette dépression. Ça veut dire que je regardais des familles complètes, papa, maman, enfant, les voisins. Je crois que ça a commencé à me travailler chez les voisins parce que mes voisins directs, c'était une famille complète, papa, maman, grande sœur, 3 garçons à la suite. Et j'allais souvent là-bas. Et en fait, j'allais tout le temps là-bas même. Je ne veux pas dire que souvent c'est très peu. J'allais tout le temps là-bas. Et même à l'école, par exemple, à l'école primaire. Oh, c'est mon grand frère, oh, c'est ma petite sœur, oh, c'est les frères protecteurs, les frères... Moi, j'avais pas ça. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu frère. Ce qui est pire, c'est que même en tant qu'ado, quand on commence à groover, il y en a qui groovent entre frères, il y en a qui... Voilà, moi, j'ai pas connu tout ça. Enfant unique? Je suis l'unique de l'union. D'accord. De l'union. Donc, je suis le dernier avant leur mort. Je suis l'unique de l'union. Mon père avait ses enfants, ma mère avait ses enfants. Je suis l'unique de l'union. Et entre moi et les autres, pour dire, moi, quand je suis allé en primaire, tout le monde travaillait déjà. Donc, je suis vraiment le dernier de loin, de très loin. Donc, j'ai vraiment grandi seul. Et même quand j'ai grandi avec la petite sœur de mon père, que j'appelle maman, affectueusement, qui était mariée, elle. Et donc, ce couple n'a jamais pu avoir d'enfant. Ma mère, ma tante, avait une fille très tôt. Et après, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Donc encore, j'ai grandi dans un foyer où je dirais que mon père et ma mère, donc mes tuteurs, m'aimaient beaucoup, m'ont donné beaucoup d'amour. Mais vous savez, quand l'amour qu'on te donne n'est pas le même que celui que tu recherches. De tes vrais parents. Ouais, mais surtout celui que tu recherches. En fait, c'est les informations qu'on reçoit. Et les informations qu'on reçoit, les mots qu'on entend. Moi, mon père tuteur étant français, j'ai toujours entendu dès le plus bas âge, c'est pas ton père, tu n'es pas son fils. Donc j'ai grandi aussi avec des trucs comme ça, quoi. C'est pas ta mère. C'est tellement flagrant en fait. Ouais, mais je trouve que dire ça à un enfant, c'est comment on va dire, c'est cruel. Dire ça à un enfant qui est en CP, ouais. J'ai commencé à entendre ça, j'avais à peine 4-5 ans. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, machin. Tu n'es pas métisse, des trucs comme ça. Donc j'ai grandi non seulement avec le regard que j'avais sur les familles des autres, mais aussi avec le fait qu'on me rappelait constamment que ma famille n'était pas la mienne. Oui. Est-ce que ça a eu un impact sur tes enfants avant David? Oui, je pense. Les 2 premiers, oui, je pense. Surtout le premier, oui, je pense. D'accord. Parce que le premier, il est arrivé un peu... J'étais encore dans une espèce de recherche identitaire. Je savais ce que je voulais en fait. Je savais ce que je voulais, mais j'étais dans une recherche. Et je pense que le fait qu'il n'ait pas passé ses premières années avec moi, c'était pas une bonne chose. Tu fuyais la responsabilité de père? Non, du tout. Je pense que j'étais trop jeune.
D'accord. J'étais trop jeune, je crois que j'étais trop jeune et ses grands-parents maternels jugeaient mieux que L'enfant reste avec sa maman. Avec sa maman, voilà, parce qu'on n'était pas encore ensemble, elle venait d'à peine avoir son bac, elle allait à l'université, donc les grands-parents, les parents de sa mère jugeaient que c'était mieux qu'il reste avec eux. Mais à quel moment tu le prends? Il a 11 ans. D'accord. Il a 9 ans. Il a 9 ans. 9 ans. 9 ans. D'accord. Il a 9 ans quand je le prends. Il a 9 ans quand je le récupère, mais dans la vie d'un enfant, c'est trop tard. C'est trop tard, oui. C'est un peu l'histoire qui se répète avec lui? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il a eu beaucoup que je n'ai pas eu. J'ai essayé de rattraper le coup. Même si je sais que voilà, on a toujours, la vie c'est comme un cycle et même quand on essaye de réparer les cycles, on n'arrive pas à, comment dire, en comptabilité on parle d'amortissement, donc on n'arrive pas à amortir sa douleur du jour au lendemain comme ça. Et je pense que j'étais pas prêt, j'aurais pas dû, j'étais pas prêt. D'accord. Voilà. J'étais pas guéri moi en tant qu'homme. Voilà. De cette recherche de l'identité, là. D'identité, d'amour, voilà. Et de famille complète, en fait. Famille complète. D'accord. Mais c'est quoi l'idée d'un meilleur père pour vous? C'est quoi un meilleur père? Sinon, le rôle d'un meilleur père. Je pense que être parent, c'est renoncer à sa vie. Je pense. C'est renoncer à soi. Je pense qu'on a un temps pour s'accomplir. Ok. Et on a un temps pour se donner à l'accomplissement des autres. Et je pense que, vous savez, on est en Afrique on nous demande de faire des enfants tôt. Mais c'était valable pour une société à l'époque où on disait que l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant du village. Donc on pouvait avoir des enfants tôt, les enfants allaient toujours être sous bonne garde, bien surveillés, bien éduqués, parce que l'enfant est éduqué par tout le monde. Mais on vit dans une société aujourd'hui où on a gardé le réflexe d'avoir des enfants tôt, mais plus personne n'a le temps d'éduquer ton enfant en fait. Et donc il n'y a que toi qui peux éduquer ton enfant. Il n'y a que toi qui peux veiller sur ton enfant. Plus personne ne peut en prendre soin. Plus personne ne sait. Au pire, les gens vont faire du mal. Si les gens veulent te faire du mal, ils passeront par ton enfant. Donc, par exemple, on vit dans des familles aujourd'hui où même la famille directe va mettre des paroles malsaines dans la tête de tes enfants. L'aîné, il est dans l'adolescence, non? Ou il a dépassé l'adolescence? Il est après ado. Et comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as vécu son adolescence? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça s'est très bien passé aussi? Parce que certains parents peuvent le vivre bien. Il y en a d'autres qui ont des histoires assez particulières à ce moment-là. Bah, comme tous les autres, il y a un moment il devient fou. Comme il est dans sa période chaude, là, il est dans sa période il veut s'affirmer, il veut faire ci, il veut faire ça. Il ne veut pas faire le rap? Il ne veut pas faire ça, si, bien entendu. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je veux qu'il fasse des études d'abord. D'accord. S'il peut faire les deux et réussir dans les études, c'est bien. Mais s'il n'arrive pas à réussir dans les études, c'est pas la peine. Bon, on se concentre d'abord sur les études. Je ne vais pas mettre des enfants au monde pour qu'ils deviennent des rappeurs. Je ne suis pas devenu rappeur parce que quand j'étais petit, je voulais en faire un métier. Okay. Pour moi, c'était d'abord une passion, une raison de vivre. Et je ne pense pas que pour mes enfants, ce soit une raison de vivre. Le rap, pour moi, c'était une thérapie. Si je n'avais pas le rap, peut-être que je me serais suicidé depuis belle lurette. D'accord. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas fait la musique pour le succès. J'ai pas fait la musique pour les voyages. J'ai pas fait ça pour passer à la télé. J'ai fait ça parce que ça me soignait. La musique, pour moi, c'était une raison de vivre. C'était soit ça, soit Dieu meurt, en fait. Soit ça, soit Dieu, voilà. Comme on dit, il y en a qui ont fait du rap
pour sortir de là où ils étaient. Ils vivaient dans des conditions assez bizarres. Beaucoup aux États-Unis sont sortis de la drogue, sont sortis de la violence par le rap, par la musique. C'était une façon de changer de vie. Ok. Maintenant, je ne peux pas comprendre, j'ai du mal à comprendre. C'est aujourd'hui que quelqu'un arrive à s'enfoncer par le rap, par la musique, arrive à détériorer sa vie par la musique. Tout à l'heure, sinon tout au long de la discussion, tu parlais beaucoup de dépression, de ce que tu as vécu. Aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes des personnes dépressives? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers toi pour t'en parler? Bon, mais je dois d'abord dire que après mon mariage, ma femme m'a emmené à Jésus. D'accord. Donc, j'étais déjà chrétien comme tout le monde. Comme les gens racontent, je suis né chrétien, je crois en Dieu, je suis baptisé, communié, confirmé. Donc, j'étais chrétien avant mon mariage, ok. Mais chrétien dans le sens où j'ai coutume de dire, j'ai entendu parler de Jésus. Parce que réciter les versets bibliques, parler de la Bible, parler de Jésus, c'est pas le connaître. Donc j'ai été amené, on m'a présenté Jésus et j'ai connu Jésus. Et donc à partir de ce moment, j'ai mieux appréhendé la vie. Et j'ai connu Jésus aussi. C'est un long moment de guérison, ça prend du temps. Lorsqu'on croise Jésus, on apprend à se connaître, on apprend à guérir, on apprend à se délester, on apprend donc à se décharger, parce que il est là pour ça. J'ai eu mon 3e enfant, et ma guérison complète justement est arrivée avec mon 4e enfant. David. Ouais, David. Donc c'était un long processus, et c'est tout ça qui m'a permis de vaincre la dépression, de vaincre, voilà, et d'assumer en plein mon rôle de père aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Comment qui te remercie. C'est la fin de notre édition. Nous retrouvons très prochainement. N'oubliez pas de liker nos différentes pages des réseaux sociaux, YouTube et Facebook. À très bientôt.